Bonjour tout le monde. Apparemment, nous sommes bien en direct. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez le petit chat en bas à droite pour nous écrire et nous répondre. Pour vérifier déjà que le setup est tout bon avant qu'on démarre. Bonjour, bonjour. Yes. Merci Thomas. Tout le monde n'est pas encore connecté, là c'est en train d'arriver au fil de l'eau, vu qu'on est pile à l'heure. Mais déjà, si vous nous entendez, c'est top. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Et on va pouvoir démarrer. Je crois qu'en plus, t'as des collègues à toi qui sont déjà là, qui sont... C'est ça, j'ai des collègues à moi qui sont là et je comprends pas. On est en pause déjeuner, donc allez vous sustenter. on vous a... Vous êtes grillés, mais c'est bien, ils sont là en soutien, c'est top. Et puis il y a Ils plein viennent de... surveiller ce que je raconte. C'est ça. Je vois qu'on a Céline qui est à Lyon. Trop bien. Ça arrive petit à petit, là. On attend juste quelques minutes, mais vous en faites pas, on va bientôt démarrer. Et on va aller à l'essentiel parce que je sais que la pause déj, c'est important. On a des Lyonnais en force, là, c'est cool. Je vois qu'il y a Romain qui s'est connecté aussi. Trop bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour patienter, je ne sais pas si vous le voyez, mais on vous a mis un petit sondage. C'est pour vous connaître et savoir qui est-ce qu'on a dans l'audience et surtout pour qu'on puisse adapter. On a préparé des choses avec Jérémy, bien sûr, mais on va pouvoir adapter le live en fonction de vos problématiques. Et du coup, pour voir qui est-ce qu'on a ici, j'imagine qu'on a plutôt des PM, mais on connaît pas tout le monde, donc n'hésitez pas à aller dans la partie sondage pour y répondre et pour qu'on voit si on a que des PM ou pas, ou si on a d'autres profils dans la salle, on va dire. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions au fil de l'eau. Dans le chat, on essaiera soit d'y répondre en direct si c'est sur le sujet sur lequel on est en train de parler, et sinon on y reviendra à la fin. Vous avez même un petit module de questions, et comme ça à la fin on vous laissera un grand temps pour échanger avec Jérémy et poser toutes vos questions. Alors en attendant que tout le monde arrive, on va se lancer. Je vous présente juste Pachamama très rapidement, et après on fera un grand temps d'échange avec Jérémy, et comme je vous le disais, vous aurez beaucoup de temps pour poser vos questions. Pachamama, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je crois qu'il y a beaucoup de monde pour qui c'est le premier live avec nous en tout cas. On fait du recrutement depuis 4 ans en CDI, puisque c'est notre cœur de métier, on va dire, et c'est ce qu'on a toujours fait. Et on a été les premiers à pousser en produit quand c'était pas encore trop plébiscité par les entreprises de prendre des PM, notamment en freelance. On est ravis parce qu'on été les premiers à prendre la parole sur ce sujet et ça commence à se développer. On fait beaucoup de remplacements de congés maternité, beaucoup en ce moment, vu que les budgets sont un peu plus serrés aussi, on a beaucoup de missions pour soit tester des nouveaux sujets avant de potentiellement prendre des CDI, soit pour faire des missions d'audit avec des CPO freelance. Donc si vous avez des besoins dans vos entreprises de recrutement en CDI ou en freelance, on est là pour ça. On est connu dans le produit, mais on fait de plus en plus d'autres verticales. On vient de lancer la verticale tech, la verticale data, et comme vous le voyez, on a pas mal de clients que vous connaissez, beaucoup en SaaS B2B, quelques marketplaces aussi que vous pouvez apercevoir ici. Globalement, plein de secteurs visés. On n'a pas mis tout le monde ici, mais vous pourrez accéder à tous les jobs qu'on a en ligne et pour voir si certaines vous intéressent directement dans l'app. Je vous mettrai le lien juste après. Et ce sur quoi on est reconnu, ce pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est la partie produit, parce que je suis une ancienne head of product et du coup c'est moi qui ai monté Pachamama, donc j'ai eu à cœur en créant Pachamama de prendre la parole sur les sujets carrière, parce que personnellement c'est qu'à la fin de ma carrière produit que je me suis posé les vraies bonnes questions sur ma carrière, et du coup aujourd'hui j'essaie de vous donner les bons outils. J'ai des ressources, vous pourrez me les demander, donc il y a une newsletter, je vous mettrai le lien, mais j'ai aussi pas mal de petits templates Notion
en plus des lives qu'on peut faire pour poser vos portfolios, pour vous essayer de trouver vos drivers de motivation. C'est quelque chose qu'on a toujours eu à cœur de faire. Et puis, on vous aide à trouver après vos nouvelles opportunités, mais quand vous êtes sûr de ce que vous voulez. Comme je vous disais, on a ouvert aussi aux métiers tech, design et data. Comment ? Parce qu'on a à cœur de garder ce côté ultra spécialisé, parce que pourquoi j'ai créé Pachamama aussi à la base, c'est parce que j'étais frustrée d'avoir des recruteurs en face de moi qui comprenaient pas nos métiers, même si ça change et qu'il y en a de plus en plus qui sont ultra compétents et qui s'intéressent au métier du produit, mais c'est quand même très dur d'aller dans le détail, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une fiche de poste, et c'est ça qu'on fait avec la team Pachamama. Donc on a Gabrielle, par exemple, une autre ancienne head of product qui est dans l'équipe avec nous. Tristan, c'est notre expert back-end. On a un peu plein d'experts. On a un designer qui vient de nous rejoindre et qu'on est en train de former au recrutement. Donc le but, c'est quel que soit le métier que vous faites, on a même une data scientist que j'ai pas mis sur la slide qui nous aide à faire quelques recrutements. Et comme ça, le but, c'est on vous bullshit pas sur les jobs, juste on vous dit clairement ce qu'il y a derrière. Voilà, donc parlez de nous à vos entreprises si ça recrute en interne pour aller recruter vos collègues tech et data. On serait ravis de le faire. Et le job board, pour l'instant, vous avez la chance, il n'est que product. Donc, vous pouvez aller voir toutes les offres qu'on a en ligne. Et surtout, vous créez votre espace talent sur app.pachamama.pm. Parce que du coup, si vous nous décrivez là où vous en êtes dans votre carrière, vous soyez en recherche ou pas, et quels sont vos drivers de motivation, et quelle serait votre job idéal, vous serez les premiers sur la liste à être recontactés. Voilà, assez parlé. Place à Jérémy, et du coup c'est comme ça qu'on s'est connus, Jérémy, en échangeant sur le sujet des carrières il y a quelques années maintenant. Donc je te laisse te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, faisons ça. Alors, moi, j'imagine en effet que quelques personnes ne me connaissent pas, mais pour aller extrêmement vite, alors moi ça fait à peu près entre 10 et 12 ans que je travaille dans la tech. Alors que j'ai pas du tout une formation initiale sur ça. Moi, j'étais parti sur de la chimie. J'étais dans le génie chimique et j'ai switché pour des raisons X ou Y dans le software. Donc, j'ai eu ma première carrière de développeur logiciel back-end avec des projets soit pour des grandes boîtes. Typiquement, je travaille sur des projets pour l'OTAN. J'ai aussi fait des startups. Peut-être que certaines personnes connaissent PeopleDoc, qui a été une startup plutôt présente sur la région parisienne il y a quelques années, qui a été rachetée. Ouais, les anciens, ils connaissent, je pense. Exactement. J'ai fait ça, j'ai fait une seconde carrière d'entrepreneuriat, donc pareil, très orienté outils tech. Et là maintenant, ça fait à peu près, je crois que c'est ma 5e année que je fais PM IA ou PM Data, et donc c'est là où on va dépiler ce sujet-là parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement émergent, qui intéresse pas mal de regards et qui a beaucoup de choses à dire et éclairer un peu c'est quoi l'IA, c'est quoi la data d'un point de vue constructeur, product management. Tout à fait. Eh ben, merci pour la petite intro. Justement, pour démarrer et mettre un peu de clarté dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup, et comme tu disais, ça buzz beaucoup sur ce sujet-là. Toi, justement, tu fais ça depuis un certain temps. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les topologies de métiers qu'on peut trouver, parce que c'est pas simple de s'y retrouver, et que tu nous donnes peut-être les définitions de comment on peut être PM IA, PM data, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quoi. Bien sûr. Alors, déjà, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de définition qui est acceptée par tout le monde. Donc, ma vision ne sera pas forcément la vision d'une autre entreprise, etc. En cherchant justement des définitions un peu plus formelles, je suis même tombé sur une granularité qui était beaucoup plus fine que celle que je propose. C'est-à-dire que je suis tombé sur des propositions de type PM par domaine en IA, donc des PM qui seraient spécialisés dans la vision, dans le traitement de texte, etc. Moi, ce que je fais, c'est plus un dézoom entre les PM dits IA et les PM dits data, même si après, de façon un peu plus pragmatique, dans ton métier, en day-to-day, en tant que product manager, tu feras sûrement un peu des deux, quand tu es obligé de faire le pont de toute façon. Ouais, mais au moins, ça nous donnera une guideline. Exactement. Mais surtout que je pense que le côté data PM est beaucoup plus mature que ce qu'on appelle IA PM. Donc, je vais commencer par la partie IA. Déjà, on voit qu'il y a deux types de profils. Il y a PM IA dans le sens, je viens amener de la productivité avec des outils IA en interne.
donc qui est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, pas forcément par des product managers, mais ce côté, on s'approprie les outils d'IA pour améliorer la productivité. Et après, il y a la métier que personnellement je fais, qui est PM IA, dans le sens où ton domaine, ça va être vraiment de proposer des solutions basées sur des technologies de deep learning, de machine learning, et maintenant tout ce qui est Gen IA, évidemment. Ok. Donc pour la partie PM IA, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres métiers, enfin, est-ce qu'il y a d'autres façons de nommer ce métier qui est plus sur la partie productivité en interne, c'est-à-dire la personne qui s'approprie l'IA, parce que c'est un peu plus transverse? Est-ce qu'il y a des chefs de projet IA, par exemple? Alors après, oui. Ok. Ben, je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai discuté avec des entreprises de type plus enterprise assez grandes qui ont ce que j'appelle moi de l'IT old school, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'IT qui en fait vont s'approprier ces sujets-là, parce qu'en fait la logique c'est une branche IT contrairement à du produit sur la vision un peu plus moderne, et là uniquement pour servir les besoins en interne. Donc la logique c'est on a des outils en IA, typiquement les copilotes, on veut les fournir aux utilisateurs, donc aux employés. Donc, c'est clairement logique dans un certain sens que ça soit géré par eux. Ok. Ça Mais marche. après, oui, il y a tout Ouais. un vocabulaire autour de chef de projet IA, etc. Ouais, ok. Ok, qui commence à émerger. Ok, donc ça, PM IA, très clair. Du coup, PM Data, ta définition, ce serait quoi? Alors, c'est tout aussi tricky dans un sens parce que, en gros, là, c'est un peu plus mature. Dans des entreprises, il y a souvent des verticales big data. Ouais. Et là, pareil, en fait, on va avoir ce côté, en fonction de la vision, là, le côté data est en train un peu de se réapproprier eux-mêmes les sujets PM, parce qu'il y a cette logique dans le milieu de la data de se dire, on a une approche très technologique qui a ses avantages et ses défauts, et en fait maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est se rapprocher du business et naturellement s'approprier les principes du produit et voire idéalement avoir des product management, des product managers peut être utile pour eux. Donc en fait, il va y avoir des PM data qui vont gérer de l'architecture data. Il y a des PM data qui vont gérer ce qu'on appelle data classiquement, qui est par exemple des dashboards analytiques. Et il va y avoir donc sur des scopes dits data, quoi. C'est ça. Un exemple, par exemple, c'est l'équipe data va fournir des dashboards pour piloter l'entreprise. On va mettre un PM data parce qu'on a remarqué que les dashboards proposés conviennent pas aux utilisateurs. Ok. Ouais, donc dans tous les cas, c'est un rôle, quelle que soit l'organisation de l'entreprise, c'est un rôle qui est à mi-chemin entre les deux, quoi, et qui pourrait très bien être à la data ou au produit selon les organisations, quoi. Exactement. Ok. Très clair. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Donc ça, tu dis que c'est un peu plus mature. Et du coup, quand tu es PM Data, ton sujet, c'est la gouvernance de la donnée. C'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas que ça. En fait, c'est ça qui est intéressant et on va le voir de suite sur les sujets IA, data. C'est comme qu'il y a soit défriché. En fait, on revient un peu à l'origine, l'essence même du product manager qui est le leader. Moi, ma vision personnelle qui est vraiment dans le lien et qui est là pour, en fait, communiquer entre différentes verticales spécialisées. Une sorte de généraliste spécialisé dans les sujets data IA. Ok. Donc, ouais, il y en a, en gros, c'est comme tous les métiers du produit, il faut creuser et aller voir ce qu'il y a derrière si vous voyez des offres de PM Data, parce que soit tu peux gérer une plateforme, un produit ou un scope où il y a beaucoup de data en ratio, mais avec un peu d'interface quand même, potentiellement. Soit tu vas avoir full gouvernance data, c'est ça, et tu vas carrément, soit tu vas encore un cran plus loin et tu es au niveau architecture, quoi, data. C'est ça. Okay. On pourrait même rajouter de la stratégie vraiment à très très haut niveau. Ok, très clair. Et il y a un autre profil qui est le profil de PM plateforme dont on peut entendre parler. Et pareil, ça peut prendre différentes définitions selon les organisations. Toi, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qu'il y a derrière un PM plateforme pour toi? Alors, les PM plateformes en général émergent quand on est dans une échelle qui fait qu'on a besoin à 100% du temps d'avoir des gens qui gèrent soit des API communes, soit des offres communes pour les autres équipes. Moi, typiquement, dans mon métier, donc je travaille pour une boîte qui s'appelle Cornerstone On Demand,
où on a 2000, je crois, 2000 personnes en produit. Enfin, par produit, j'entends engineering plus product, etc. Donc moi, je passe 100% de mon temps en fait à gérer des services d'IA qu'on m'a proposé à d'autres équipes qui eux vont gérer plus leurs produits, des portfolios de produits. Et donc en fait, pour revenir sur la partie vraiment de plateforme, c'est moi typiquement je fais aucune interface. C'est-à-dire que le trio PM, design, engineering, business, moi ça va être business, back-end, data science. D'accord. Intéressant, une autre typologie de trio. Et du coup, ce que tu dis, c'est que ce job-là, il se retrouve plutôt en scale-up ou dans des grands groupes, des grandes structures, quand tu as du transverse et que justement, le but, c'est un peu comme les scale-up qui s'organisent pour utiliser certains composants dans plusieurs équipes. Toi, c'est pareil, mais avec la data, quoi. Exactement. Pour simplifier, c'est à partir du moment où on a besoin d'un back-office commun. Ok. Très bien. Est-ce que c'est clair déjà si vous avez des questions sur les premières définitions, comme ça on part sur des bonnes bases, n'hésitez pas. Et peut-être, est-ce que tu peux nous donner, même si on va faire des raccourcis forcément, des différences entre la start-up et les grands groupes sur justement ces définitions et comment tu vois ces rôles-là? Qu'est-ce qui est différent? Notamment peut-être si on focus peut-être un peu plus sur le PM IA, PM Data. Bien sûr. Alors, enfin, sur les deux, quoi. PMIA, PM Data. En général, sur les startups, s'il y a un besoin qui émerge très vite sur ces sujets-là, c'est que la startup a décidé que sa première offre, son premier produit, son premier service aura une partie data, une partie IA. En général, en fonction vraiment de la taille de la startup, parce qu'il y a startup et startup évidemment, ce qui va arriver, c'est un peu le côté premier PM. Donc vraiment, c'est le besoin-là d'amener de la structure, de voir ce qu'on peut faire, de vraiment partir de zéro en disant on veut s'appuyer sur une solution technologique. Donc là, on a un peu ce côté inverse de ce qu'on dit en product management, qui est d'abord se concentrer sur les problématiques puis après la solution. Là, on s'est rajouté une contrainte, on s'est dit la solution, ça sera forcément de la data, de l'IA. Il y a des intuitions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a beaucoup de culture de la donnée, de la structuration d'équipe, et il peut se trouver que la responsabilité de ce PM va être de dire, ah ben en fait, on veut partir sur une solution IA, donc on va commencer sur des heuristiques extrêmement simples et accompagner cette progression sur les sujets IA. Donc, il y a vraiment genre tout à faire en startup, un peu comme sur les autres profils PM. Côté grosse boîte, même très grosse boîte, là, c'est plus, on a un stock de données, ça fait très longtemps, on a des équipes extrêmement matures, on sent qu'il y a quelque chose à exploiter autour de la donnée, mais on n'est pas forcément structuré, ou alors on a essayé une fois, deux fois, trois fois, et on a beaucoup de projets qui ont échoué. Et donc là, en fait, c'est vraiment amener quelqu'un qui va faire plus de la gouvernance, qui va plus amener un cadre de travail, et après peut-être potentiellement en fonction des produits et des profils, partir sur de la plateforme ou de la gouvernance. Ok, très clair. Pour le coup, comme ça, on affine un peu notre compréhension du sujet. Il y a une question qui peut être pas mal, vu qu'on est encore un peu sur la partie intro d'Anthony, qui est, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'IA, toi, que tu gères, Jérémy, dans ton scope, peut-être pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois, concrètement? Bien sûr. Alors, ça tombe bien parce que moi, je suis un peu touche à tout. Alors, il y a une spécialisation. Nous, ce qu'on fait avec l'équipe Core sur laquelle je bosse 90% du temps, c'est la détection de compétences sur différents types de documents. Donc, des documents, ça peut être des CV, ça peut être des formations, ça peut être des job titles, des job descriptions. Et en gros, on va faire, on va scanner le texte et après, grâce à de l'entraînement type machine learning et deep learning, on va faire surpasser les compétences probables qu'il y a et faire des ponts. Donc, c'est-à-dire faire du job matching ou du matching de formation pour les gens qui veulent se former, qui veulent faire progresser leur carrière. Et donc, ça, c'est la partie core. Après, je gère des choses qui sont beaucoup plus classiques, des pipelines de données. Donc, c'est vraiment, on a de la donnée qui est un peu partout et on veut la mettre dans un ETL et on veut faire beaucoup de choses avec. Et des recommandeurs système, des moteurs de recommandation.
Donc ça, c'est des choses que vous voyez partout. Si vous avez Netflix, il y a un moteur de recommandation derrière avec énormément d'équipes. Vous utilisez Spotify, c'est que de l'intelligence artificielle. Le moteur de recherche Google, c'est que de la recherche. La publicité chez Google, pareil. Voilà, c'est des exemples. Ok, très clair. Et j'enchaîne, moi aussi j'ai plein de questions en vrai. Comment tu vois quand tu es PM et que tu commences à vouloir t'intéresser un peu plus, à prendre des scopes un peu plus et admettons, tu es un PM un peu plus généraliste, comment ça se gère aujourd'hui le fait d'avoir des cycles de développement qui sont complètement différents entre du classique avec de l'interface, de l'UX, UI, des devs et des mises en prod potentiellement 2-3 fois par jour versus ces temps longs là. Comment ça se gère aussi, pareil, en start-up ou en grand groupe? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est extrêmement compliqué quand je discute avec mes collègues orientés IA. En fait, on a tous cette problématique qui est identifiée, c'est les cycles de vie, les cycles de développement entre la data science et le software engineering est complètement différent. C'est beaucoup plus long en data science et un résultat qui est tout à fait satisfaisant en data science, c'est on n'est pas capable ou on peut pas faire. Donc, c'est-à-dire arriver à une recherche de 3 mois. Pardon? À une conclusion certaine, en fait. Voilà, c'est ça. C'est en fait, on va avoir une demande du produit, on va l'identifier, on va regarder les contraintes qu'on a, on va faire des expérimentations, et peut-être qu'en fait, on va sanctionner que la valeur ajoutée par rapport au coût est pas OK. Donc, en fait, on va se retirer de ces sujets-là. OK. Donc, c'est plus des trade-offs et des bénéfices-risques que tu vas aller arbitrer avant de lancer des expérimentations, puisque c'est toujours aussi long, entre guillemets, quoi. Exactement. Surtout, moi, c'est ce que je dis à mes collègues en interne chez Cornerstone, c'est que, en fait, il y a souvent cette vision de l'IA, c'est magique. Donc, en fait, on va déporter la complexité sur l'intelligence artificielle, vu que ça peut tout faire. Et le problème, c'est qu'en fait, si le problème n'est pas très bien identifié, en fait, produire la solution, forcément, va amener des soucis et que peut-être pour voir s'il y a une vraie appétence sur des solutions IA, c'est de commencer avec des heuristiques extrêmement simples. Et donc, en fait, on peut partir sur des sujets IA et la première étape, la V0, la V1, ça sera pas d'IA. Ok. Et est-ce que avec la GenAI, c'est encore des cycles différents, potentiellement un peu plus courts? Ou pas? Alors, oui et non, parce que c'est très piégeant. Alors moi, la GenIA, c'est forcément c'est un sujet qu'on peut pas ignorer quand on fait de l'IA, mais même dans notre métier en tant que tous les thèmes. Parce que, en fait, pour moi, personnellement, la GenIA, c'est un outil formidable, mais qui est très piégeant pour le côté wow effect. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, créer des produits, créer des features d'IA en s'appuyant sur un LLM, sur une API, ça fait extrêmement vite. C'est très impressionnant en démo. Par contre, c'est Pareto, 80-20. C'est les 20% qui sont vraiment tricky. Donc, typiquement, je vois qu'il y a des questions sur comment faire ce déplacement vers des sujets un peu plus IA. Mais typiquement, si on a un scope classique de PM, se poser des questions sur comment exploiter les LLM et comment mettre ça dans ses produits, ça peut être un bon début de transition. Ok. Donc, si je résume, avec la GenAI, tu peux avoir un effet waouh, potentiellement beaucoup plus rapide, mais qui peut être tricky parce que du coup, pour aller atteindre un niveau de satisfaction un peu plus supérieur, ou là, ça peut mettre un peu plus de temps. Et du coup, après, pour expliquer que ça va prendre beaucoup plus de temps pour aller chercher les 20%, c'est plus compliqué, quoi. Exactement. Très clair. J'enchaîne sur les questions. On prendra vos questions, Max, Arthur et Anna. Mais celles d'Anthony et Romain, je pense, sont bien en phase avec ce dont on est en train de discuter. C'est la partie recette. Comment tu fais? On a notamment Romain qui nous dit qu'il vient de sortir un produit IA. J'imagine que c'est chez Agicap, Romain. Sur base de GenAI. La QA était très difficile, nous dit-il. Chronophage et manuel avec un effet boîte noire. As-tu une approche spécifique pour la partie QA? Cadeau. La réponse est très simple, non. Non, après, plus sérieusement, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que là, c'est un retour d'expérience qui est extrêmement concret et clairement,
la difficulté de faire de la QA sur des systèmes type black box, c'est difficile. Il y a un changement de version. Il y a plusieurs cas. Disons que on va consommer des API, il va y avoir un changement de version côté fournisseur. Et en fait, tout le travail qu'on a fait en amont va être détruit. Juste, on va changer le degré d'aléatoire dans les LLM. Les réponses seront complètement différentes. Donc, comment on fait la QA? En fait, comment on peut apporter de la stabilité sur un produit dont la feature principale est de générer, de créer, et donc d'avoir quelque chose de non déterministique. Ok. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'objectif souvent en QA, c'est plutôt d'essayer de mettre un cadre d'essayer de cadrer le plus possible pour avoir des résultats les plus pertinents possibles, pareil, sur ton 80%, quoi. Et pas que ça parte en faisant des simulations dans des résultats qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on souhaite, et de minimiser ça, quoi. En gros. Voilà, c'est ça. Si je simplifie, quoi. Ouais, il y a vraiment deux optiques. Il y a, on va dire, la partie core qu'on veut valider vraiment manuel en disant, sur ce cas d'usage extrêmement spécifique, on ne veut pas que le résultat ne soit pas satisfaisant. Et après, il y a l'autre partie où on va apporter de la valeur ajoutée. Et en fait, en fonction des features, etc., forcément, on va essayer d'évaluer de façon plus statistique en disant, bon, peut-être que si 98% du temps, ça fonctionne, ça suffit. Peut-être 80, peut-être 99,99999. Okay. Ça dépend vraiment. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Romain et Anthony. Merci Jérémy. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir prendre celle d'Anna, parce que de toute façon, c'est un des sujets dont on voulait vous parler. C'est je suis PM. Aujourd'hui, tu as principalement des PM 48%. Voilà, et 20% de Head of Product, VP, CPO. Donc voilà, tu as principalement des PM qui se posent la question de comment tu t'attaques à ce sujet-là. Voilà. Très large. Comme ça, après, on verra pour que vous puissiez poser vos questions plus précises. Bien sûr. Alors, on peut commencer sur le constat que moi, l'IA, c'est un peu comme la VR et d'autres technologies. J'appelle ça des technologies émergentes. C'est-à-dire que le product manager va avoir son set de compétences, on va dire core, mais qui est pas forcément adapté parce qu'il n'y a pas vraiment de normes, il n'y a pas vraiment les problématiques liées à ces sujets-là n'ont pas été résolues, typiquement. Donc, ce qu'on trouve dans les profils PM, IA et PM Data, en général, c'est des anciens data scientists. Profils anciens consultants qui ont un peu ce côté business et qui ont fait une migration. C'est pas mon cas. Moi, j'étais software pur, software classique. Et pour être tout à fait franc, je me suis pas spécialement formé sur ces sujets-là et je ne visais pas ces sujets-là. Je me suis vraiment retrouvé avec une équipe de data scientists et vas-y. Donc, moi, personnellement, comment j'ai fait, c'est que je me suis accroché au Head of Data, qui avait cette partie très ancien consultant, business, et en fait, on s'est entreformé. Je lui ai apporté vraiment le côté core PM, et lui, il était plus sur l'approche des spécificités de la data, ce qui fonctionne pas, comment on communique avec les autres, comment on gère justement la partie R&D. Mais ça, c'était moi personnellement il y a 5 ans. Maintenant, il y a beaucoup plus d'offres de formation qui est apparu. J'en ai essayé quelques-unes, parce que justement, j'ai discuté avec pas mal de PM, c'était souvent des anciens data scientists, donc eux, c'est simple, ils te disent, tu veux faire PM IA, tu fais un master en data science. Oui, mais j'ai pas forcément le temps, ni l'argent. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'en 2024, donc c'est un peu orthogonal, c'est que il y a beaucoup de création de contenu sur les réseaux qui sont de très bonne qualité, vraiment très bonne qualité. Donc, moi, la première chose que je dirais, c'est avant de chercher à se former, on va dire, dans un cadre 100% du temps sur des formations longues, juste papillonner sur les data scientists, les PM déjà expérimentés sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ils communiquent énormément. Et si vraiment ça confirme le besoin de créer des fondations, il y a des formations sur des sites qui proposent des formations type Udemy, Coursera, LinkedIn Learning, où
il y a des formations qui sont soit très peu chères, soit gratuites, et qui vont amener vraiment une vision 360 de ce métier-là. Le piège, ça serait peut-être de se former directement comme un data scientist, c'est-à-dire partir sur du code, dire on est obligé, en fait, oui, si ça vous plaît, si vous avez une appétence pour le code, clairement, allez-y. Si vous avez un background en mathématiques, allez-y. Mais en fait, en tant que product manager, moi j'ai un cours spécifique en tête. Il faut juste que je les retrouve parce que je l'avais noté quelque Ouais, on vous mettra part. le On lien. mettra le lien plus tard. Voilà, c'est sur Coursera, c'est un cours de 18-20 heures de l'université de Duke. Ouais. Et en fait, là, ça touche vraiment tous les sujets, c'est-à-dire la gestion de produits, la gestion de projet, un peu de modeling, mais pas trop, parce que personnellement, la modélisation, je laisse ça aux data scientists, même si c'est toujours intéressant en Ouais. fait d'avoir des intuitions. Ouais. Et la partie qu'on n'a pas encore touchée, c'est la partie vraiment éthique. Et la gestion, la gouvernance d'une feature IA et l'impact. Typiquement, à côté de moi, c'est le genre de bouquin que je vais lire. Alors, je conseille pas de commencer par ça, mais vraiment, si vous avez de la curiosité sur Ok. la philosophie, les penseurs de l'IA, c'est quelque chose qui est censé aussi vous nourrir et qui va vous donner des intuitions assez intéressantes. Ok, donc ça reste accessible pour des PM typiquement. Et même, je conseille les PM qui sont pas forcément très techniques de pas vouloir consolider la technique. Faites confiance à vos équipes et justement, vous ouvrez votre esprit sur ce que les sociologues ont écrit, les philosophes ont écrit, pour un Ok. peu vraiment nourrir ces intuitions-là. Ok, ça marche. Tu m'avais partagé aussi quand on a préparé une newsletter, typiquement qui pourrait pas mal plaire au PM et qui est une bonne façon de voir et de te mettre dans ces sujets-là. Je sais plus Donc ça, laquelle c'était. c'était côté Ouais, data. ouais, Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la partie data, euh, c'est qu'il y a cette notion de data product qui a été créée, qui a émergé des profils techniques data. Alors moi, je préfère le terme data as a product. Parce qu'en fait, c'est quoi un produit data? En fait, en fonction des personnes à qui tu vas parler, ça peut être littéralement juste une table dans une base de données, comme un dashboard en entier. Alors que data as a product, ça amène ce côté, on a les principes produits, on se concentre sur le business, sur l'utilisateur, et ouais. qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue données. Ok. Et donc, pour revenir sur la newsletter, en fait, il y a beaucoup d'émergence. Alors, évidemment, c'est assez technique, s'ils ont un billet sur les solutions techniques en premier, mais c'est pas mal de voir en fait les questions qui se posent et comment ils arrivent à les résoudre pour se dire, ok, les data engineers vont faire comme ça, mais les questions qui se posent ne sont pas forcément des questions techniques. Par Hmm. exemple, le cycle de vie de la donnée, comment faire pour concilier, l'acculturation. Et en fait, qu'est-ce que on peut apporter en tant que product manager? Et je pense qu'on peut en apporter beaucoup. Nickel. Et ouais, ça me fait penser au piège dans lequel faut, enfin, pas tomber ou qui peut être piégeux, c'est que les data de leur côté peuvent avoir des product managers, mais qui font pas du product management au sens où nous on le fait nous. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut garder son essence de PM, ne pas la perdre et de se dire que dans tous les cas, même si vous voulez développer un peu votre carrière là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut ancrer, il faut que ça reste votre base sur le fait de avoir du leadership, prendre des bonnes décisions, tout ce qu'on vous explique en gros sur les bases du product management, mais chercher à voilà à s'ouvrir sur ces sujets data, à comprendre comment c'est fait et de venir ajouter une brique en plus sans perdre cette partie PM quoi. Exactement. Sachant que juste sur ce sujet-là, les data scientists ont une facilité, peut-être pas forcément apparente, à adopter un peu la vision produit, parce que comme ils font de la modélisation, ils font de la modélisation qui est censée répondre à un problème. Donc en fait, naturellement, les data scientists sont censés avoir cette appétence sur comprendre le domaine, comprendre le problème. Et donc en fait, on peut se servir de l'IA et on peut vraiment s'appuyer sur ces compétences-là qui sont latentes, dans le sens où ils sont pas forcément au courant qu'ils font du produit, pour justement, en fait, au lieu d'avoir deux équipes un peu séparées qui vont discuter l'un l'autre, c'est vraiment apporter un lien de 0 à 1 et un peu voilà, naviguer. Si vous n'êtes pas très tech, bah, vous vous appuyez sur vos spécialités. Si vous avez une appétence tech, vous vous rapprochez un peu. C'est vraiment au cas par cas.
Nickel, j'espère que ça vous aide. Je sais que tu m'avais partagé un livre aussi en français. Je vous mets quelques références là. Après, on vous fera un petit summary un peu plus complet dans la prochaine newsletter de Pachamama. Je vous remettrai le lien, mais en attendant, on vous met quelques références si vous voulez aller creuser. Notamment un bouquin francophone. Donc voilà, ça peut être pas mal avant de commencer à attaquer l'anglais. Et tu parlais d'Udemy ou des formations comme ça un peu plus courtes pour démarrer. J'ai cru voir passer Pollen qui a fait qui a créé en tout cas un module. Je sais pas à quel point. J'ai pas creusé les détails, je vous avoue, mais si vous voulez aller regarder, allez-y. Parce que je crois qu'ils viennent de lancer une formation justement à destination des PM sur ces sujets-là. Donc ça vaut le coup de regarder aussi. On ne sait pas ce que ça vaut, voilà. Mais au moins vous avez déjà quelques tools à creuser. Donc si je résume, pas de formation qui coûte très très cher, le ROI sera pas du tout là tout de suite. À moins que vous soyez, comme tu dis, déjà proche de la technique ou déjà très proche de ces sujets-là, et que secondo, vous avez du budget dans vos entreprises pour pouvoir accéder à ces formations-là. Là, ça peut être génial. Sinon, essayez plutôt de suivre quelques newsletters, des lives comme on fait aujourd'hui pour commencer à vous mettre dans ces sujets-là, quoi. Et puis, il faut faire par vous-même, non? Pour moi, c'est la meilleure façon. Ouais. C'est vraiment, faut se casser la tête contre le mur et. Top. On espère qu'on a pas mal couvert ce sujet-là de comment se former. On va peut-être aller plus loin sur comment attaquer ce sujet de l'IA. Bien sûr, vous pouvez continuer de poser vos questions. Je vois que Romain en pose d'autres. Mais je sais que tu voulais parler, Jérémy, de comment tu t'attaques. Enfin, faut quand même partir de la stratégie, même quand t'es PM sur un scope avec de l'IA, admettons. Faut quand même toujours repartir de la stratégie avant d'aller direct dire ok, je vais aller mettre de l'IA à droite à gauche, quoi. C'est ça. Parce que juste le job title IA Product Manager amène une hyper spécialisation. Et si on revient en fait aux racines du Product Manager, en théorie, on n'est pas censé partir sur la solution directement. Donc moi, ce que j'aime dire, c'est juste que je m'apporte une contrainte supplémentaire, mais vraiment, et ça je pense que tout le monde dans ce domaine le répète, c'est que l'alpha et l'oméga du product manager et du product management, c'est quand même résoudre un problème utilisateur et que ça soit profitable pour l'entreprise. Donc ça peut paraître évident, mais très concrètement, moi en tant que IA product manager, et quand je discute avec mes collègues, donc encore une fois on revient sur mon expérience personnelle, très plateforme, très j'apporte des services à des portfolios de produits, ma réponse c'est vous n'avez pas besoin de data science. C'est vraiment une fois qu'on a identifié qu'on a besoin d'IA, bon déjà il y a différents niveaux d'IA, il y a différents coûts, et il ne faut pas oublier que c'est de la R&D. Donc la R&D, il y a quelques années, où on parlait un peu argent illimité, on faisait des très belles levées de fonds, c'était quelque chose d'un peu vague, c'est bon, on a des équipes de data science, ils font des choses, personne ne comprend vraiment, mais bon, comme tout le monde le fait, on va le faire. Là maintenant, très concrètement, sur le rôle de product manager, on va être extrêmement responsable sur les coûts et le retour sur l'investissement. Ouais. Donc c'est pour ça que tu parlais d'entonnoir et qu'il faut toujours repartir de la strate, du marché, de tes hypothèses, de poser quels que soient les frameworks que vous utilisez pour poser tout ça avant de se lancer sur ces sujets-là, quoi. Ok. Ouais. Vraiment, il y a product manager, il ne faut pas l'oublier. Très clair. Il y a une analogie que tu m'as faite qui nous a fait beaucoup rire, c'est que tu m'avais parlé de la saucisse quand on a préparé cet échange, parce que voilà, on a eu beaucoup d'inscrits sur ce live, c'est un sujet assez tendance, mais ton petit warning, c'est attention à l'effet saucisse. C'est ça. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tellement imaginé, comme ça je suis peut-être un peu. En fait, quand on part sur ces sujets-là, il faut vraiment faire la différence entre
l'intérêt en tant qu'individu sur ces sujets-là, parce qu'en fait, c'est très captivant. Et est-ce qu'on peut vraiment mettre les mains dedans et voir en fait toutes les contraintes et les problématiques qu'il y a. Donc, c'est l'effet saucisse, dans le sens où on peut apprécier de manger des saucisses, on peut être passionné de saucisses si vous voulez. Moi, je suis végétarien, donc c'est pas mon cas. Mais travailler dans une usine à saucisses et voir comment la saucisse est faite, c'est peu ragoûtant. Donc en fait, c'est ça aussi la réalité. Quand on est PMIA, euh, alors, on peut avoir une vision glamour de cette personne qui est vraiment au bord de la Ouais, technologie, qui va ouais. découvrir des choses passionnantes. Mm. Et en fait, la réalité, c'est que par exemple, vous allez passer des semaines et des semaines à discuter avec les gens de la sécurité pour avoir accès à tel élément pour vos équipes data, que les équipes data auront du mal à communiquer avec les data scientists, et qu'en fait, voilà, il va y avoir beaucoup de gestion de l'humain, ce qui est un peu un des sujets principaux du product management, Mm. et aussi cette frustration en tant qu'expert, justement, de gérer les imaginaires. Typiquement, votre leadership qui vous dit j'ai discuté hier soir dans un dîner très intéressant avec un collègue CEO, ils font de l'IA, c'est trop cool, faisons. Mm. Ah, ben là, ça va être de la gestion très compliquée de stakeholders, de comment on peut faire, des accès qu'on a, des compétences qu'on a. Vraiment, il y a ce côté leadership et parfois un peu Cassandre, ce côté, en fait, en tant que spécialiste de votre domaine, alors qu'il y a tout un écosystème qui vous dit l'IA c'est le futur, en fait, si tout le monde va faire de Ouais. l'IA, vous êtes remplacé par l'IA. Yeah. Bon, Donc c'est oui, ça. faut y s'y intéresser dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Oui. Faut comprendre un minimum les différentes technos qu'il y a, qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est envisageable sur chacun de vos produits en fonction de vos personas, de vos types de produits, etc. Ça, c'est mandatory et ça va être le futur de tout PM. Par Mhm. contre, est-ce que vous voulez vraiment être PMIA, PM Data? Ça, c'est une vraie question à se poser parce que au quotidien, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on a, t'en as parlé un tout petit peu de la partie légale. C'est quelque chose qui est ultra. Souvent, on a de l'IA en medtech, sur des données de santé. Alors là, c'est un niveau Mhm. encore au-dessus, mais ça, clairement, ça fait partie des contraintes. Et dans la santé, je sais que les CPO entre eux, c'est des choses auxquelles ils sont habitués, auxquelles ils se parlent beaucoup. Effectivement, ça fait partie de leur quotidien. Et il n'y a pas besoin d'être dans la santé pour avoir à gérer ces problématiques-là, de quelles données on expose, comment on les expose, à partir de quelles données on peut faire de l'IA, etc. Ça amène tout un lot de problématiques. D'ailleurs, on dit souvent avec l'émergence de l'IA que en fait les équipes legal vont pouvoir step up et du coup, tu vois, peut-être que plus tard, on aura un trio. Tu disais, toi, tes stakeholders, c'est plutôt back-end et tu as un stakeholder business, mais c'est pas impossible qu'en fait, tu as un stakeholder légal ou dans quelques temps, en fait. Ah oui, non, mais clairement, personnellement, j'ai fait une belle partie de ma carrière dans la HR Tech. Donc, tout ce qui est gestion de carrière, vraiment, il y a des problématiques. Et de toute façon, il y a l'émergence de régulation en Europe, aux États-Unis, un peu Ouais, partout. Donc c'est ça. là, vraiment, c'est des discussions qui sont très Ouais, intéressantes et très ouais. compliquées. Il y a un autre cas d'usage comme ça auquel je pense, n'hésitez pas à rebondir, mais c'est quand tu as encore des temps de latence selon ce que tu veux faire en GenAI, Hmm. typiquement, et toi, ce que tu veux afficher à ton utilisateur en mode flash, ça aussi, ça peut être aussi des problématiques et un peu casse-tête quand tu es PM sur ces sujets-là, quoi. Bah, on peut faire un exercice de product manager, en tout cas d'observer des produits IA. Alors, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent actuellement s'intéressent ou connaissent OpenIA et leur produit Mm. ChatGPT. Quand ils ont sorti leur dernière version, qui est 4.0, ils ont fait une démo où ils parlent à leur produit et le produit répond extrêmement vite. Et c'est ça qui est extrêmement impressionnant. Mm. Et ils posent une question, en fait, ils moulinent pas pendant 2-3 secondes avant de répondre. Mm. Donc ça donne vraiment. Il y a aussi cette partie-là sur les produits IA, c'est qu'en fait, au final, la solution qu'ils ont trouvée, c'est pas une solution IA. C'est que si vous écoutez attentivement, la réponse de l'IA va sûrement être ou de reformuler ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de gagner du temps. Ouais, Donc il y a c'est un ça. système plus rapide qui va Ok, répondre immédiatement pendant qu'ils construisent le reste de la phrase. intéressant. Top. Bon, j'espère que vous avez compris l'effet saucisse, c'est qu'on
on vous a quand même donné envie de continuer à creuser et à aller nous faire des belles saucisses artisanales avec des bons produits et tout ça, quoi. Et que ça vous donnera envie de creuser. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut aller creuser, trouver des stakeholders en interne sur lesquels t'appuyer. Donc toi, en l'occurrence, c'était Head of Data, mais selon vos organisations aussi, ça peut être d'autres personnes avec qui vous formez aussi en interne. Je pense que ça peut être un bon point de démarrage, quoi. Et ben, je pense qu'on a creusé pas mal de sujets. On peut prendre les questions qui restent. D'ailleurs, la dernière question de Romain est pas mal en lien avec ce dont on a discuté, c'est l'impact sur les utilisateurs que tu vois pas forcément quand tu as des scopes très data, très IA. Et ça peut être frustrant aussi quand on est PM, parce que souvent on est PM, on devient PM pour se dire ok, on a un impact sur l'utilisateur final. J'imagine ça peut être une des frustrations potentielles ou en tout cas un inconvénient. Comment tu l'as vu, toi? Quel est ton point de vue là-dessus? Puis après, comme ça, on prendra la question de Romain. C'est extrêmement frustrant. Alors, c'est pas forcément lié spécifiquement au PM IA ou PM plateforme. Mais moi, en fait, plus on est loin de l'utilisateur, plus on doit avoir une approche, moi que j'appelle l'approche du billard, c'est en fait on tape et après on fait plusieurs bandes avant d'arriver sur l'utilisateur final. Sur les sujets qui sont très émergents comme l'IA, l'avantage c'est qu'il y a pas mal d'appétence dans toutes les verticales d'une entreprise et au final, les clients finaux vont vouloir discuter de ce type de sujet. Donc, si on arrive à identifier en interne, donc en remontant chaque équipe jusqu'à atteindre l'utilisateur final, en fait, c'est très facile d'organiser des workshops avec des utilisateurs, de pouvoir faire des interviews. En fait, c'est juste que naturellement, les stakeholders, les clients de quelqu'un qui va être en back-office, ça va être les autres équipes, ça va être les autres PM. Et que ces PM-là, quand ils vont faire de la discovery avec leurs designers, vont pas forcément se dire « Ah, potentiellement, il y a un sujet data, donc on va prendre le PM data. » Donc en fait, il faut juste être proactif. Ouais. C'est pour ça que je parle régulièrement d'acculturation des sujets data et IA. En fait, c'est vraiment de dire même aux designers. Ouais. Avoir des designers qui vont travailler sur des features qui vont, typiquement un carrousel qui va amener des résultats, donc qui vont venir d'un moteur de recommandation. En fait, en fonction des limitations techniques, on va avoir un impact sur le design. Donc, si notre designer commence à partir, a fait de la discovery tout seul, commence à faire l'UI et que ça ne fit pas avec les systèmes existants ou les systèmes qu'on peut fabriquer, on a un problème. Donc, en fait, il faut vraiment être proactif pour récupérer la chaîne de valeur et dire, attends, il y a aussi un peu ce côté-là qui est gênant, c'est toujours dire, excusez-moi, la data a un avis. Non, c'est pas forcément naturel. Très clair. Et justement, on a Romain qui est un designer et qui nous pose cette question. J'ai trouvé très difficile les interviews avec les utilisateurs. Ils pensent que c'est magique, ne savent pas trop quoi en faire avec, et on se retrouve vite dans la projection. As-tu des astuces pour conduire des entretiens qui restent dans le concret sur des sujets IA? Très bonne question, merci Romain. Très très bonne question et réponse extrêmement difficile. C'est-à-dire que nous, on a des systèmes qui sont extrêmement matures parfois, tout ce qui est moteur de recommandation. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi sur les sujets IA, c'est qu'une fois que l'IA a été commodisée et a été acceptée comme une chose, une feature normale, c'est plus de l'IA. Par exemple, je ne dis pas je vais utiliser l'IA de Google quand je fais une recherche sur leur moteur de recherche. Je ne dis pas j'utilise l'IA de Spotify quand je vais découvrir de la musique. Ouais. Et donc en fait, je pense qu'il faut vraiment se dégager de l'IA quand on fait de la recherche utilisateur. Et évidemment, si le produit en lui-même c'est un chatbot ou un compagnon IA, un copilote, ouais. C'est difficile de ne pas en parler, mais vraiment, il faut faire un retour en arrière et prendre les ressentis et les attentes des utilisateurs comme des signaux faibles, mais sans forcément que ça dirige directement la conception de la solution. Je vais donner un exemple peut-être. Ah, ouais, ça peut être top. Exemple très concret, attention. Donc, c'est une petite feature d'IA, c'est-à-dire que dans un de nos produits, vous allez créer votre profil, comme si vous cherchiez un travail. Et à un moment, on va avoir une section compétences. Et donc, on va
proposer des compétences. On a discuté avec des utilisateurs, des admins, des utilisateurs finaux, et en fait, on a vu 2 points de vue qui sont complètement différents. L'admin a peur que dans la recommandation, il y ait des compétences qui ne sont pas pertinentes pour le profil. On a testé avec un utilisateur en lui proposant à chaque fois 20 compétences, dont des compétences qui n'ont aucun rapport avec les profils qui sont en train de visiter. Et ce qu'on a remarqué, c'est que si on se concentrait sur la persona admin qui connaît les systèmes, il se disait non mais vous ne réalisez pas, on ne peut pas proposer la compétence project management à un product manager, il va le prendre extrêmement mal. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a l'utilisateur, il arrive, il va chercher ses compétences, on lui en propose 20, il sélectionne celle qui l'intéresse, il ne cligne pas des yeux sur celle qui ne fonctionne pas. Donc en fait, il y a aussi ces attentes, et les attentes qui sont communiquées ne sont pas forcément les attentes réelles. Réponse pas simple, je comprends. J'espère que ça te donne quand même un peu. Au moins, tu te sentiras moins seul, Romain. Je crois qu'on est tous, vous êtes tous dans la même galère. Merci pour l'exemple, en tout cas. Tac. Donc, je vous mets dans le petit chat, vu qu'on arrive bientôt à la fin. Si vous avez une dernière question, allez-y dans le chat ou dans la question. On va prendre la question d'Anna. Je vous mets un petit tally pour que vous puissiez nous donner vos feedbacks et savoir si ça vaut le coup qu'on refasse d'autres lives de ce type et si ça vous plaît. Et avant qu'on clôture, du coup, Anna, parce que c'est la question qui revient le plus, Anna nous pose la question de quels hard skills vous voyez pour évoluer vers ces postes-là, que ce soit data ou IA. Est-ce que vous avez vu passer des profils qui ne sont pas ingénieurs à la base, mais qui peuvent devenir pertinents pour certains postes? Et si oui, comment ont-ils construit et démontré leur expertise? On y a déjà répondu un petit peu, mais peut-être si tu veux apporter un complément, Jérémy. Alors, j'en ai croisé très peu des profils qui n'avaient pas déjà une préexistence de hard skills techniques, mais un profil à pas négliger, c'est l'expert domaine. Ouais. Donc, quand tu dis domaine, c'est quoi du coup? Par exemple, un PM marketplace, ouais. Sur des problématiques marketplace. Ou par exemple, moi, j'ai un énorme background HR Tech. Ouais. Donc, en fait, je peux apporter ma connaissance des utilisateurs, des personas, de comment fonctionnent les services HR oui. aux data scientists. Ouais. Très clair. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que faut capitaliser sur ton... Si c'est quelque chose que tu veux creuser, si tu as un profil non ingénieur, Anna, et je crois que c'est le cas, le mieux, c'est de capitaliser si ces sujets-là t'intéressent, d'essayer d'aller prendre un sujet en interne déjà. Comme ça, tu te formes en interne avec tes équipes tech, tes équipes data, tu vois si ça te plaît et si tu arrives à prendre des scopes là-dessus. Et surtout, tu essaies de capitaliser. Si tu as un moment où tu veux changer de boîte, en tout cas, le meilleur move à faire, c'est de capitaliser sur tes expériences d'avant. Parce que comme ça, tu matches peut-être pas tous les critères sur la partie data ou tech, mais effectivement, au moins, ta value de PM sur ce domaine-là, sur ce type de produit-là, sur ce type de persona-là, sur ces technos-là, seront valorisés. Et du coup, ce sera plus facile en interne avec les opportunités qui vont se débloquer d'aller choper des sujets data et IA. Tout à fait. En fait, d'un point de vue purement gestion de carrière, c'est faire un move latéral. Et en fait, ouais. Pour faire les moves de façon latérale, on s'appuie sur nos autres expertises. Donc, si on est un ancien designer, moi, je serais ravi en fait d'avoir avec moi un PM IA qui a une compétence en design et en fait qui permet justement d'amener ses intuitions, son expertise sur ces sujets-là, comme un PM business qui va avoir plus de connaissances sur la croissance, sur la monétisation. Vraiment, c'est l'alpha et l'oméga pour se déplacer sur ces métiers-là. C'est pas forcément de devenir technique. Et après, il y a technique et technique, évidemment. C'est-à-dire que quand on va demander une expertise technique, c'est plus des intuitions, une compréhension au niveau d'un système. De comment c'est construit derrière, des grands mécanismes quand même, quoi. Ouais, complètement. Écoute, c'est exactement ce qu'on préconise à nos talents avec Pachamama, parce que c'est vrai qu'en ce moment, en plus, le marché est compliqué, il y a beaucoup de concurrence, donc forcément,
Si tu as déjà fait le job avant ou si tu as un background, ben, tu seras privilégié par rapport à d'autres. Donc, il faut être un peu plus créatif, il faut mettre en avant d'autres skills pour pouvoir y arriver. Pour finir, peut-être, selon toi, quel est le profil qui va être le plus recherché là dans les 2 prochaines années? Justement, tu parlais de move de carrière. À ton avis, c'est un peu plus précisément, tu vois, que data ou IA, là où il va y avoir le plus de demandes? Sur le product manager en général ou le product? Ouais. Est-ce que justement le plus recherché, ça va être la partie GenAI parce que ça va exploser, ou est-ce qu'au contraire, en fait, vu que tu vas avoir besoin de données en entrant, ça va être les PM plutôt data, ou est-ce que ça va être des data qui deviennent PM? Je pense que les profils, alors il y a deux façons de voir. Les profils qui vont être les plus recherchés les 2 prochaines années, c'est les profils qui ont déjà fait. Voilà, c'est Of course. of course. Après, je pense qu'il y a je vais plus peut-être parler sur la partie enterprise. Je pense qu'il y a deux réponses en fonction de enterprise et plus startup. Ok. Enterprise, je pense qu'ils se cassent déjà pas mal les dents sur la partie que faire au-delà d'époque et qu'ils ont vraiment des problématiques autour de la gestion de la donnée, l'acquisition de la donnée, la qualité de la donnée. Et Donc, du coup, de la production et de la stabilisation des produits, du déploiement à grande échelle, quoi. exactement. Ok. Alors que en startup ou ce que je vais appeler les entreprises IA natives, Mm. ça va être plus la partie GNIA, je pense. Mm. Euh, Ok. parce que vraiment, en fait, le domaine en lui-même avance extrêmement vite et les conseils que je peux donner actuellement et l'état de l'art actuellement sera différent dans 6 mois. Donc, en Ouais. fait, il y a Donc, quelqu'un qui a déjà vraiment, c'est ça. faut suivre les tendances. Euh, Quand la vague est à 40 mètres au-dessus de la tête, vaut mieux être sur la vague que sous la vague. Complètement. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous proposer ce live. Merci beaucoup, Jérémy. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On va vous laisser aller déjeuner. On vous fera un full récap, comme je vous ai dit, dans la prochaine newsletter à l'écrit. Bien sûr, vous pourrez partager à vos collègues le replay si vous voulez. Merci Romain pour tes super questions. Merci à tous. C'est chouette là, ils sont en train de nous faire coucou. Et Vas-y. juste avant de finir, on n'a pas pu tout couvrir évidemment. Moi, Ouais. ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Oui. vous avez mon nom quelque part. Oui. Venez me voir si vous avez des questions, je répondrai à tout le monde. J'essaie de justement, moi, ça me permet aussi d'affiner ma réflexion autour de ces sujets-là. Donc vraiment, genre, créer à Paris ou en France des communautés qui apparaissent de toute façon sur la data ou sur l'IA. En fait, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et partager les connaissances, en fait, ça permet de aussi affiner son expertise. Donc vraiment, n'hésitez Complètement. pas si vous Rien avez que des d'échanger questions. avec des gens, absolument. Exactement. Et ben, avec grand plaisir, vous pourrez retrouver du coup Jérémy sur LinkedIn. Merci pour ta disponibilité du coup. Avec plaisir. J'espère que tu seras pas assailli, trop de questions, mais ça y est là. Merci à tous pour vos feedbacks et Merci. puis à très vite. Ciao, Bye ciao. bye.